et bonjour à tous. Bienvenue au webinaire de rentrée. Au nom du comité directeur de la FNSMR, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et toutes les nouvelles qui nous ont rejoints pour cette saison 2025-2026 qui a démarré il y a quelques jours. Je vais vous laisser entre les mains de notamment Pascal Bondon et Guillaume Pasquier pour ce webinaire. C'est eux qui vont vous présenter les différents points que nous allons aborder pour cette nouvelle saison. Avant ça, je voudrais vous présenter les quatre salariés de la FNSMR qui sont parmi nous ce soir. Alors, Guillaume Pasquier, peut-être que tu peux faire coucou. Oui. Coucou. Guillaume Pasquier, Pascal Bondon, Coucou à tous. Guillaume Jiquel, je le vois pas, Je je sais pas. vois peut-être pas encore connecté. Ah, il est peut-être pas encore arrivé. Il va Ouais. arriver. Et puis Johan Bureau, notre tout nouveau, tout frais, tout beau, tout neuf. Bonjour à tous. Voilà, Bonjour à je vais vous tous. laisser donc entre les mains de Guillaume Pasquier et de Pascal Bondon. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure dans le chat. Pascal va vous expliquer comment ça marche. Voilà, bonne réunion à toutes et à tous, et puis à tout à l'heure. Merci Eva. Je vais vous partager un petit peu mon écran. Ça sera plus simple pour tout le monde. Du coup, là, je vois qu'on est 25. Je pense qu'il y en aura d'autres personnes qui vont intervenir. Sachant que le webinaire est enregistré. Du coup, il sera en replay après sur le site de la fédération. Donc voilà. Sur les problématiques de questions, de réactions et autres, le webinaire va être relativement court. On va essayer de tenir nos timings. On a un programme assez dense et on a prévu de le terminer à 19 heures. Donc, ce qui est prévu, c'est si vous avez des questions, dans un premier temps, passez plutôt par le chat. Normalement, vous avez en bas soit discuter, soit chat. Ça dépend un petit peu des versions, si vous êtes sur un téléphone, un ordinateur et autres. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à ce niveau-là. Et nous, on essaiera d'y répondre à la fin de chaque sujet ou à la fin complètement du webinaire. À la fin du webinaire, on essaiera, s'il nous reste quelques minutes, d'échanger entre nous, entre les partenaires, les participants pardon, qui sont présents. Et voilà. Guillaume, je te passe la parole sur la suite, sur le programme Ouais, et autres. ça marche. Bonjour tout le monde. On vous invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, à fermer votre micro. Ça évite les interférences et ça se passera, je pense, mieux. Donc merci de faire ça si vous pouvez. Alors, ouais, le programme riche et dense, comme l'a dit Pascal, on va dérouler un peu ça rapidement. On va faire un rapide bilan de la saison passée. Vous dire toutes les nouveautés et toute l'actualité de la Fédé pour la nouvelle saison 2025-2026, avec les différents points que vous voyez à l'écran. On va passer assez rapidement. Un point sur le service civique, les luttes contre les violences sexistes et sexuelles. On finira par les partenaires et puis un échange. Voilà, compiler un peu vos questions et on pourra échanger oralement à la fin. Donc, s'agissant du bilan de la saison 2024-2025, ben, on peut d'ores et déjà dire qu'il est plutôt satisfaisant. Vous voyez les chiffres, on a franchi la barre des 1000 associations, on en est à 1030, et on a aussi franchi la barre symbolique des 70 000 licenciés, 71 300. Et plus globalement, on peut dire que la Fédé, elle se porte bien depuis plusieurs années, alors exception faite de l'année du Covid. Mais voilà, on peut dire que c'est une fédération qui est en croissance. Il y a 3 4 ans, on était à 750 associations. Vous voyez, on est à plus de 1000. On était à 55 000 licenciés, on est à 71 000. Donc voilà, tout ça est très très encourageant. Et puis, alors c'est pas de la flagornerie, mais le mérite en revient à vous principalement. J'imagine qu'il y a beaucoup de présidents et présidentes d'associations. Et ben, le boulot, c'est vous qui le faites, mais c'est aussi un travail d'équipe, donc bravo à vous. Et puis nous, ça nous conforte aussi dans la conviction qui est la nôtre que ben, on est dans le vrai avec le sport nature, le sport santé, le sport loisir.
c'est vraiment des choses qui nous animent. Et on voit que ben, on a raison d'être animé par ces valeurs-là, puisqu'on est en plein développement. Et je pense qu'on peut dire aussi que toutes les fédés peuvent pas en dire autant. Donc on va pas non plus faire de comparaison, mais voilà, on va pas bouder notre plaisir. Pascal, je te repasse la main pour Ouais. la suite. Pour avoir tous ces chiffres excellents, on a mis en place notamment un parrainage. Juste pour info, j'en parle très très rapidement. Pour toutes les associations, quand vous êtes affilié à la fédération, et pour peu que vous fassiez connaître la fédération à d'autres associations qui ne sont pas affiliées, on propose une aide de 100 euros à toutes les associations marraines. À cela, pour les nouvelles assos, il y a un remboursement de l'affiliation pour tout ce qui est association primo-adhérente. Tous les ans, on a allez, une petite centaine d'associations qui nous rejoignent. Ils ont leur affiliation qui est partiellement remboursée. Il y a notamment la quote-part nationale de 60 euros qui est remboursée et éventuellement les quotes-part territoriales. Vous savez, le prix de l'affiliation, c'est l'addition des quotes-part nationales, régionales et départementales. Donc voilà, on rembourse les associations primo-adhérentes. Voilà. Les conditions sont relativement minimes, c'est avoir au moins 10 adhérents et l'association marraine par rapport au parrainage devra avoir une ancienneté d'au moins 1 an pour cela. Je vous parlais de l'ouverture de la saison. Elle est déjà ouverte depuis quelques semaines, depuis début juillet, dans la majeure partie des départements. On a ouvert Gestafil, donc les associations pouvaient et vous pouvez encore vous affilier. On a toujours des petits décalages entre les affiliations, les prises de licence et autres. Ça peut se faire en amont, en début, en fin de saison 2025. Du coup, depuis début juillet, vous pouviez vous affilier. Par rapport à ça, Gestafil, il n'y a pas beaucoup de grosses évolutions là tout de suite. Ça va sans doute arriver prochainement, mais il y a surtout une évolution sur les modes de paiement, notamment si votre comité n'est pas collecteur. Quand la collecte est faite par la fédération, cette année, la décision a été de supprimer les chèques, les chèques comme moyen de paiement, qui est relativement chronophage, il y a des pertes, des choses comme ça. Et depuis 2 ans, on a mis en place le prélèvement automatique. Et on essaie d'inciter un peu les associations à privilégier ce moyen de paiement. Normalement, on avait annoncé qu'on passait sur du prélèvement automatique dès cette saison. Finalement, le comité directeur a souhaité le faire en 2 temps. Donc, ça sera plutôt l'année prochaine. Donc, c'est pour ça que cette année, on va supprimer l'échec. Et l'année prochaine, on passera complètement sur du prélèvement automatique. Donc, vous pouvez dès à présent activer le prélèvement automatique. Notamment, on a simplifié celui-ci. Avant, il fallait imprimer le mandat de prélèvement, le remplir à la main, puis le renvoyer par mail, par courrier, accompagné du RIB. Cette année, on a fait une signature électronique, notamment avec un petit code envoyé par SMS. C'est relativement simple, vous pouvez le faire en allez, 30 secondes, allez, 5 minutes maximum si vraiment vous avez des difficultés. Pour cela, deux possibilités. Soit vous allez sur la fiche de votre association dans Gestafil, vous avez un petit bouton modifier en face des informations bancaires. Celles-ci sont vides par défaut si vous ne l'avez pas donné, votre prélèvement, votre mandat de prélèvement. Et après, ça se remplit. Vous avez aussi la possibilité depuis cette année de remplir ce mandat de prélèvement lors de l'affiliation de votre association. Au bout de la 7e étape, si je ne dis pas de bêtises, on vous propose de faire ce mandat de prélèvement. Actuellement, ce n'est pas obligatoire. L'année prochaine, ça sera obligatoire, par contre. Donc, je vous fais un rapide récap. Vous cliquez sur Modifier pour saisir vos données. Suite à ça, une fois que vos données sont saisies, c'est relativement simple. C'est le nom du titulaire du compte, votre IBAN, votre BIC, la domiciliation du compte. Et on demande cette fois-ci, la nouveauté, c'est l'information du signataire. Comme c'est une signature électronique, on va vous demander votre nom, votre prénom, votre téléphone portable, parce qu'on va vous envoyer un SMS. Suite à ça, vous recevez un SMS avec un petit code de validation que vous avez simplement à saisir dans Gestafil. Et automatiquement, votre mandat est prêt et vous pouvez payer dès à présent par prélèvement automatique. Vous pouvez éventuellement télécharger ce mandat de prélèvement dans Gestafil, sur la page Mon association, télécharger le mandat.
Je vous rappelle simplement sur le mandat de prélèvement comment ça se passe. On ne prélève pas tout seul sans votre consentement. Donc, c'est toujours vous qui décidez quand vous souhaitez payer, dans le sens où tous les adhérents que vous prenez, ils vont dans le panier. Si vous vous souvenez, au fur et à mesure des licences que vous délivrez, ils vont dans le panier. Ces licences sont tout de suite délivrées et valides. Par contre, le paiement intervient dans un deuxième temps. Et c'est à ce moment-là que vous allez cliquer sur votre panier pour valider le prélèvement automatique. Donc vous pouvez très bien attendre quelques jours, quelques semaines même. Si vos adhérents notamment ne vous ont pas payé forcément les cotisations tout de suite en septembre, vous pouvez même attendre début octobre par exemple pour valider votre panier. Et à partir du moment où le panier est validé, vous devez payer. Si vous choisissez le mandat de prélèvement, le prélèvement intervient au début du mois suivant. Donc, je reviens à une association, je donne un exemple basique, une association qui fait ses licences aujourd'hui peut très bien valider son paiement, son panier aujourd'hui. Le prélèvement interviendra début octobre. Si elle rajoute des adhérents dans 4-5 jours et qu'elle revalide son panier, ceux-ci vont être additionnés, simplement il n'y aura qu'un seul prélèvement début octobre. Rien ne vous empêche de laisser vos adhérents dans votre panier quelques temps, comme je vous disais, et début octobre, mi-octobre, vous le validez et ça sera du coup prélevé début novembre. Voilà un petit peu comment ça se passe au niveau du prélèvement. Je regarde un petit peu s'il y a des questions à ce niveau. Je ne sais pas si Guillaume, si tu as vu des questions entre-temps On, sur le on y répond, prélèvement. on y répond, que ce Ouais, soit même Eva, moi ou d'autres, hein, chacun se répond, mais voilà, on essaie de ouais, vous répondre dans le chat si vous voulez l'afficher, hein, ouais, voilà. Et si c'est pas concluant, nos réponses, évidemment, on vous attend à la fin du bien webinaire. sûr. Je vois que le signataire, oui, on l'a limité uniquement au président et trésorier, normalement, qui sont les deux seuls à même à donner ce mandat. Vous pouvez éventuellement déléguer ça à une autre personne au sein de votre association, mais pour ne pas complexifier la chose dans Gestafil, on a préféré rester sur ces deux statuts. Voilà. Qu'est-ce Juste qui Pascal, va? il y a Oui, une question sur ouais, le virement et le paiement par carte bancaire est encore valable, oui, possible cette année. exactement. C'est pour ça. Pas Cette l'année année, on a prochaine, fait, mais voilà, voilà. on a juste retiré le chèque. Bien sûr, si vraiment il n'y a pas d'autre moyen ou si vous êtes bloqué et autres, bah, si vous nous envoyez un chèque, il y aura peut-être éventuellement la possibilité de le valider. Mais encore une fois, passer au prélèvement, c'est plus simple vraiment pour tout le monde. Pour vous, vous n'avez plus rien à faire, vous avez juste à cliquer sur payer et c'est fini. Donc voilà. Gestafil à venir, je reviens là-dessus. On l'avait déjà présenté l'année dernière, on n'a pas pu le sortir depuis. On préfère sortir quelque chose de très propre et qui fonctionne bien que de sortir quelque chose qui marche à moitié et que vous soyez un petit peu mécontent. Euh, on avait parlé d'un espace licencié. Celui-ci va sans doute être disponible dans les prochaines semaines, on va dire. Celui-ci va permettre plusieurs choses. Vos licenciés pourront éventuellement modifier leurs coordonnées. S'il y a une mise à jour de numéro de téléphone, d'adresse mail, d'adresse postale et autres, ça, ils pourront le modifier et ça sera tout de suite reporté sur Gestafil sans que vous ayez à faire des modifications. Ils pourront télécharger leur licence, ils pourront télécharger leur diplôme éventuellement s'ils ont passé des brevets fédéraux avec la fédération. Vous, en tant qu'association, vous pourrez publier des actualités de votre association et ça sera visible directement depuis l'espace licencié. Ils pourront à terme, même plus tard, s'inscrire à des manifestations. Voilà, je vous présente un petit peu le rendu sur un ordinateur. Il y aura bien sûr une adaptation sur le mobile. Il y aura possibilité de télécharger ces anciennes licences. Et la plus grosse nouveauté qui va arriver dans les prochaines semaines ou mois, c'est la prise de cotisation en ligne. On en avait parlé. On espérait pouvoir vous le mettre à dispo en début de saison, mais malheureusement, c'est pas encore totalement finalisé. C'est surtout pour permettre à vos adhérents d'adhérer en ligne. Encore une fois, cette chose-là, elle est complètement optionnelle. Chaque association pourra l'utiliser ou pas. Vous pouvez continuer à fonctionner comme avant. Il n'y aura aucune obligation à ce niveau-là. Là, c'est simplement un service que la fédération souhaite vous apporter. La plupart du temps, on est encore sur des bulletins d'adhésion sur papier. L'idée, c'est simplement de le mettre sur un format numérique, sur le mobile, sur l'ordinateur. Les adhérents, que ce soit des nouveaux éventuellement,
ou encore plus simplement des anciens. La plupart du temps, les anciens, il n'y a pas forcément beaucoup d'informations à leur donner. Ils renouvellent leur adhésion d'une année sur l'autre. Donc ça marche très bien pour eux. Sur des nouveaux, peut-être que vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça sera à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Donc l'idée, c'est de transformer ce bulletin d'adhésion papier en bulletin numérique et brancher automatiquement à Gestafil. Dans l'idée, vous, en tant qu'association, en début de saison, vous allez paramétrer vos tarifs. Quel est le coût de l'adhésion? Est-ce qu'il y a des réductions? Est-ce que vous proposez des options? Donc ça, c'est la première étape que vous ferez directement dans Gestafil. Suite à ça, vous allez diffuser un lien à vos adhérents, soit par mail, soit avec des QR codes. Il y a plein de choses qui seront possibles à ce moment-là. La personne pourra s'inscrire directement en ligne quand il le souhaite depuis chez lui, même avec vous si besoin sur son téléphone ou sur votre ordinateur. Il y aura la possibilité de payer en ligne aussi avec notre partenaire qui est Eloasso. Suite à ça, il y aura obligatoirement une validation de votre association. Les personnes ne pourront pas s'inscrire automatiquement à votre association. Vous, en tant que dirigeant, vous allez valider quand même l'adhésion de vos futurs adhérents pour la nouvelle saison. Et dès que vous validez ça, il y a une délivrance de licence. Et éventuellement, si vous annulez l'inscription de la personne, il y aura un remboursement si celui-ci a fait un paiement par carte bancaire. Voilà au niveau de l'adhésion en ligne. Je vous fais voir deux, trois écrans. Donc ça, c'est pour configurer et activer un petit peu l'adhésion en ligne. Vous aurez un URL spécifique avec le nom de votre association. Vous pourrez l'activer ou le désactiver. Encore une fois, c'est libre à vous. Vous pourrez mettre des dates d'ouverture, de fin d'adhésion et autres en fonction de ce que vous souhaitez. Ensuite, les tarifs, pareil, vous pourrez en créer plusieurs. Vous pourrez même créer, là par exemple, dans l'exemple, j'ai une adhésion de base pour les moins de 18 ans et une adhésion un peu plus chère pour les adultes. Voilà, donc là, vous pourrez en créer plusieurs. Vous pourrez éventuellement, je ne vous ai pas mis les captures, mais c'est à peu près la même chose, des options. Donc si vous avez plusieurs sections différentes avec des tarifs différents, vous pourrez très bien mettre le tarif de base ici et après mettre des options en fonction des sections. Pareil au niveau des réductions et des justificatifs. Et au niveau de vos adhérents, ils auront une interface où ils pourront se connecter directement. Soit ils étaient déjà adhérents, ils pourront se connecter avec leur numéro de licence, soit ils vont créer directement un compte. Voilà, avec un formulaire assez classique, avec le nom, prénom, avec les différentes étapes. Il y aura notamment le questionnaire santé qu'on va parler dans quelques minutes. Voilà. Voilà sur l'adhésion en ligne. On fera bien sûr un webinaire spécifique. On mettra à disposition des guides pour vous accompagner. On sera là dans tous les cas pour répondre à vos questions à ce niveau-là. Pascal, si tu as fini, parce que je vois Ouais. que c'est la dernière slide Quasiment. de la C'était le rubrique. calendrier des Vas-y, évolutions, pardon. mais que je l'ai plus ou moins dit. Et autre chose, avec cet espace licencié, actuellement, sur Gestafil, vous savez, vous avez juste un code par association. Un seul code, c'est à vous de vous le passer entre dirigeants. Donc là, pendant une petite période, il y aura la possibilité de soit se connecter avec l'ancien modèle, c'est-à-dire avec le code de l'association, soit se connecter avec votre propre code et votre propre numéro de licence. Donc chaque dirigeant aura son propre accès. Vous pourrez éventuellement limiter les accès des membres du bureau ou donner un accès à d'autres personnes qui n'ont pas forcément d'accès par le passé. Donc ça va arriver dans on va dire les jours, semaines à venir, peut-être semaine prochaine si tout va bien, peut-être la semaine d'après si on a des petites choses à corriger. Espace licencié, ça va arriver quasiment en même temps, dans les semaines à venir. Il y a juste l'adhésion en ligne, hein. Là, je suis plutôt parti sur quelques semaines, voire quelques mois pour finaliser cela, pour être sûr que ça marche bien avec vous. Donc, on peut juste dire que cette année, sur de l'adhésion en ligne, vous pourrez l'utiliser et surtout le tester en cours de saison, en saisissant un petit peu vos tarifs, voir comment ça marche éventuellement avec des nouveaux adhérents qui arrivent en cours de saison ou le tester avec d'autres adhérents qu'on pourra éventuellement annuler. Donc voilà au niveau de l'adhésion en ligne. Ouais, merci Pascal. Avant de passer au RGPD, tu as déjà répondu à un certain nombre de questions qui se posent dans le chat, enfin j'imagine. Je reviens juste à un élément précédent. Il y a une question concernant Gestafil et la prise de licence. Quand faciliterez-vous la saisie par importation de fichiers CSV? Ça, c'est vraiment une question pour toi, Pascal, Mm. mais il me semble qu'on le fait déjà. Mais
On le fait déjà, par contre, on ne délivre pas de licence. Cet import par CSV, je vois que c'est Serge en plus, je sais que c'est une grosse association. On vous permet d'importer les noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone et autres. Par contre, on ne délivre pas la licence. Ça vous évite de saisir vos différents adhérents. Par contre, il faut que vous fassiez manuellement sur chaque personne quel statut, quelle activité, quel type de licence. Voilà. C'est quelques secondes pour chaque personne quand vous avez l'habitude. Après, on l'a toujours dans un coin de notre tête de pouvoir automatiser ça avec un import. Là, on se concentre vraiment sur l'adhésion en ligne et l'espace licencié. Et dès que ça sera fonctionnel, on pourra passer aux autres fonctionnalités. On a une autre fonctionnalité aussi qu'on pense pour les plus grosses associations, c'est notamment la gestion des sections. On a pas mal d'associations qui souhaitent gérer, qui ont des sections un petit peu autonomes et qui aimeraient bien accéder à Gestafil section par section sans avoir tous les adhérents de toutes les sections mélangées en même temps. Merci Pascal. Une question juste, on va peut-être pas toutes les traiter, mais une question intéressante, je trouve, relative au mode de paiement de cette licence. Est-ce qu'on peut payer par chèque vacances ou est-ce que ce sera possible? Ouais, en fait, on va permettre sur l'adhésion en ligne, bien sûr, à vos adhérents de payer par carte bancaire s'ils le souhaitent, mais ils pourront aussi mettre un autre moyen de paiement. Et si c'est autre moyen de paiement, là, ce sera à vous vraiment de gérer ça avec vos adhérents, de préciser la chose, du type, bah, vous pouvez venir au forum des associations pour nous payer par chèque, avec les chèques coupons sport, les chèques vacances, les choses comme ça. Et vous, dans Gestafil, vous allez pouvoir saisir au fur et à mesure des paiements directement dans Gestafil qui vous a payé et avec quoi. Donc ça aussi, ça sera directement intégré. Actuellement, vous le faites sans doute avec vos outils propres, mais là, vous pourrez l'intégrer à Gestafil si vous le souhaitez. Encore une fois, c'est optionnel, c'est un service en plus. Passeport aussi, voilà, les différents moyens de Voilà, paiement, voilà, vous pourrez les mettre. Ça sera un autre moyen de paiement, ça ne sera pas un paiement par carte bancaire. Voilà. on a un petit laïus sur le passe sport juste après. Voilà au niveau des évolutions, si ça vous va. Je vais passer pas mal de temps en plus dessus. Je vais aller assez vite. On n'avait pas forcément prévu au programme de parler de la RGPD, mais c'est vrai que l'espace licencié bah, fait des petits rappels à ce niveau-là. Et on a eu des demandes suite aux inscriptions du webinaire de personnes qui voulaient parler de ça. Je vous le fais assez rapidement, sachant qu'il y a pas mal de documents sur Internet. Qu'est-ce que le RGPD? C'est le Règlement général sur la protection des données. C'est en place depuis quelques années maintenant. Ça s'applique à toutes les structures et même vous, association. À partir du moment où vous collectez des données ou vous traitez des données, et vous, en tant qu'association, bah, vous avez les noms, prénoms de vos adhérents, donc vous traitez en effet des données. L'objectif, il est relativement simple, c'est protéger les droits des personnes et encadrer l'utilisation de leurs données. Et la CNIL qui est dessus, qui a fait tout un tas de recommandations et d'obligations pour les associations. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez informer vos personnes sur l'usage que vous faites de leurs données. Je ne vais pas forcément rentrer en détail dans toutes les questions. On pourra éventuellement vous accompagner en parallèle, voire peut-être organiser un webinaire spécifique sur le RGPD. Mais encore une fois, il existe pas mal de documents sur Internet pour les associations que je vais vous partager juste après. Donc, informer les personnes, limiter la collecte des données, et notamment aux données uniquement nécessaires. Des fois, on a vu des formulaires avec des demandes d'informations trop précises. Donc là, il faut vraiment que vous vous limitiez au minimum. Donc, vous ne devez pas demander trop d'informations à vos adhérents. Vous devez bien sûr sécuriser tous vos fichiers avec des extraits restreints, des mots de passe, des choses comme ça, des sauvegardes. Respecter les droits de la personne, leur permettre de modifier, d'accéder à leurs données et même de les supprimer. Et enfin, vous devez tenir un registre des traitements, savoir où est-ce que vous avez des données, qui concernent qui, pour faire quoi, à qui vous les transmettez, des choses comme ça. Normalement, c'est tout ce que vous devez faire au niveau de la RGPD en tant qu'association. Je sais que c'est relativement lourd, mais c'est une obligation depuis quelques années. Comment être conforme? Bah, théoriquement, dans chaque association, il devrait y avoir un référent RGPD qui suit ce dossier. Il faut que vous mettiez notamment à jour tous vos formulaires d'adhésion avec les mentions d'information, mais aussi en limitant un peu les collectes de données que vous faites. Bien sûr, utiliser les outils sécurisés que je vous disais tout à l'heure et ne pas partager les données avec d'autres partenaires autorisés. Nous, au sein de la FNSMR, on a toujours pris le parti de garder toutes les informations
uniquement au sein de la fédération. À aucun moment on l'a partagé à un partenaire. Au niveau des adhérents, on n'a jamais, ouais, on l'a jamais fait. Et en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour qu'on le fasse actuellement. S'il y a des choses à communiquer actuellement, on les fait nous-mêmes, fédération, auprès des associations. On va rarement jusqu'à l'adhérent. Ça nous est arrivé, je crois, une fois ou deux, mais ça a été c'est relativement rare. Et enfin, vous devez avoir une sorte de processus en cas de fuite de données. Bon, c'est pas, ça va pas forcément vous concerner, mais bon, il y a quand même ça dedans. Comme je vous disais, il y a différentes ressources. Il y a la CNIL qui a fait un guide de sensibilisation spécifique pour les associations qui est relativement bien fait. Il y a une vingtaine de pages. Par contre, ça fait toujours un peu peur, mais bon, encore une fois, il y a beaucoup d'infos. Il y a nos partenaires AssoConnect qui a aussi fait un billet sur son blog. Il y a Hello Asso aussi, l'autre partenaire qui a aussi fait des documents à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas, on fera peut-être quelque chose de spécifique à ce niveau-là prochainement. Voilà sur le RGPD. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vois exemple de support de registre de traitement. Oui, il existe pas mal de petites choses déjà qui existent, des modèles ou autres que vous allez pouvoir trouver assez facilement sur Internet. On fera peut-être une page dédiée à ce niveau-là sur notre site. Ça pourra peut-être vous accompagner un peu plus. J'enchaîne sur le questionnaire santé et certificat médical. Celui-ci, ça n'a pas bougé depuis l'année dernière. Depuis 2022, l'État, pour simplifier un petit peu et démocratiser le sport en France, ils ont donné la possibilité aux fédérations sportives de préciser les conditions pour obtenir une licence sportive au regard du certificat médical. Euh, Au sein de la FNSMR, ça va faire la troisième saison, je pense que c'est Ouais. comme cela. On a fait il y a une petite page sur notre site internet qui précise exactement ça. Je vais peut-être vous la faire voir, ça va être relativement simple. C'est dans adhésion, certificat médical. Vous avez toutes les informations sur cette page et notamment le petit diagramme que j'allais vous présenter. Si la personne ne pratique pas d'activité, bien sûr, il n'a pas de certificat ou d'attestation à donner. Si c'est un pratiquant sportif, bah, la première chose à regarder, c'est le questionnaire de santé. Il y en a un spécifique pour les jeunes et un spécifique pour les majeurs. Si toutes les réponses sont négatives, c'est bon, il peut donner son attestation questionnaire santé. S'il y a au moins une réponse positive dans ce questionnaire, bah, obligation de fournir un certificat médical. Et il y a certaines disciplines particulières où le questionnaire de santé n'est pas possible. Il faut automatiquement donner un certificat médical. Je vous Ce le qui est fais voir. intéressant, Ouais, vas-y, ouais, vas-y. la situation s'est globalement stabilisée parce que ces dernières années, c'était un peu pénible. Un coup, c'était obligatoire, après pas pour toutes les disciplines, que seulement en compétition, etc. Là, ça s'est stabilisé et ça semble tenir, donc c'est plutôt satisfaisant pour la Fédé et même pour vous, quoi. Comme je vous disais, il y a deux questionnaires de santé, un spécifique pour les majeurs. C'est nous, au niveau de la fédération, qui l'avons fait avec des questions un petit peu spécifiques. Sachez encore une fois, ben voilà, si la personne répond bien non à tout, c'est bon, il peut donner l'attestation du questionnaire santé. Il a besoin de donner que la partie du bas du questionnaire. Il n'a pas à vous donner les questions, les réponses aux questions. Donc il vous remplit simplement la petite partie en bas du questionnaire et vous collectez ça, vous le gardez au sein de votre association. Par contre, s'il y a une des réponses qui est positive, mais obligation de certificat médical. On a de temps en temps le cas de personnes qui nous disent ben, j'arrive pas à avoir de certificat médical. Si le médecin ne peut pas délivrer un certificat médical, nous, malheureusement, ben, on conseille aux associations de refuser l'adhésion de la personne. Tout simplement, vous ne pouvez pas prendre le risque d'accepter une personne si il répond au moins oui à une des questions et s'il ne peut pas obtenir un certificat médical. Euh, il doit peut-être se rapprocher de différents spécialistes, mais en tout cas, si son médecin ne souhaite pas ne trouve que sa condition physique ne répond pas aux critères pour pratiquer telle ou telle activité, non, vous faites attention, ne délivrez pas de licence ou n'acceptez pas la personne tant qu'il ne nous a pas fourni un certificat médical. On a un deuxième questionnaire santé qui est un petit peu différent, mais par contre là c'est l'État qui nous l'a imposé pour les mineurs.
Pareil, il y a beaucoup plus de questions. Malheureusement, ça, on n'a pas pu le modifier, nous, au sein de la fédération, mais c'est la même chose. Petit questionnaire à répondre, et après une attestation à donner dans un deuxième temps. En fait, Voilà sur le... globalement, juste avant de passer à l'assassin, globalement, ça fait peser la responsabilité de tout ça sur l'individu. C'est à lui d'être honnête avec sa propre déclaration et c'est plus le médecin qui valide l'état de santé du pratiquant. Donc ça change un peu le paradigme quand même et vraiment c'est la responsabilité de l'individu qui est engagé, qui vous fournit ou pas, qui donne les bonnes réponses ou pas et qui est honnête ou pas. Et voilà, donc ça change un peu le paradigme quand même. Ouais. Les questionnaires de santé, aussi bien pour les mineurs que pour les majeurs, ils sont valables uniquement un an, ainsi que le certificat médical. Avant, on avait des certificats médicaux qui pouvaient durer 3 ans, mais à condition de remplir le questionnaire de santé. Mais là, vu qu'il y a un questionnaire de santé tous les ans, ben, si la personne répond au moins oui une fois, ben, le questionnaire, le certificat médical est obligatoire, obligatoirement tous les ans. Et Voilà. les disciplines à contraintes particulières, comme le signal Eva dans le chat, elles Ouais. sont listées, hein, mais finalement, on en a assez peu dans le réseau. Mais il y a quand même des associations qui le proposent. Donc voilà, soyez vigilants sur cette Oui, question. danger subaquatique, un sport pratiqué en compétition qui peut prendre fin par un chaos, un sport comportant l'utilisation d'armes à feu, ainsi que tout ce qui concerne les véhicules à moteur et sport motonautique. Voilà, c'est les principales disciplines à caractère particulier. Ça vous va? Il n'y a pas d'autres questions particulières? Ok. Alors, je vais laisser Pascal se reposer un petit peu, Oui, ça euh, peut. boire un verre. Je prends la main donc sur le protocole SACEM Spray. C'est tout ce qui est. Alors, ça concerne beaucoup d'associations de plus en plus. Donc, il faut savoir que depuis un bon moment maintenant, depuis 2013, la FNSMR bénéficie d'un protocole d'accord avec la SACEM et la SPRAY. Pourquoi on parle de SACEM et de SPRAY? C'est parce que c'est pas que les droits d'auteur. Tout le monde connaît les droits d'auteur, mais en fait, c'est plus, j'allais dire complexe, non, plus riche que ça. Il n'y a pas que les auteurs qui bénéficient de droits, il y en a plein d'autres. Et il y a deux organismes qui s'occupent de ça, c'est la SACEM et la SPRAY. La SPRAY étant beaucoup moins connue que la SACEM parce que c'est la SACEM qui s'occupe de collecter l'ensemble des droits pour le compte de la SPRAY. Voilà, donc tout le monde connaît la SACEM. Le protocole entre la FNSMR et la SACEM, il existe depuis 2013 et on en est assez content parce que c'est pas toutes les fédérations sportives qui bénéficient d'un protocole. Et donc voilà, on va rentrer un petit peu dans le détail des modalités, même si on ne va pas passer trop de temps. En gros, vous n'avez plus rien à faire en tant qu'association adhérente à la FNSMR, vous n'avez plus rien à faire avec la SACEM, sauf exception. Tout passe par la FNSMR qui collecte pour toute la saison et pour toutes les activités utilisant de la musique. Et ensuite, c'est la FNSMR qui règle l'ensemble des droits à la SACEM. Nous, notre boulot à nous, c'est de sensibiliser les associations, et c'est ce que je vais faire tout de suite. Vous sensibiliser au fait que bah, non seulement c'est une obligation légale de régler les droits d'auteur, mais c'est aussi une obligation morale. À partir du moment où vous utilisez de la musique, bah, derrière, il y a des auteurs, il y a des créateurs de musique, de contenu, de support qui vivent de ça. Et même si on pourrait un peu le contester parce qu'on est des associations, on a des petits moyens, on ne fait pas de bénéfices, enfin en tout cas on n'est pas à but lucratif. Donc il peut y avoir un petit peu de contestation à ce niveau-là. Mais sachez que les associations dans leur globalité et nous en particulier, on n'est pas traités de la même manière que les boîtes de nuit, les coiffeurs, j'en passe. Donc voilà, on bénéficie quand même d'un traitement particulier. Et notamment, ce traitement, ben, on l'a un peu mis en termes de réduction. On est à moins 24% par rapport au régime général. Bon, ça ne vous parle pas forcément, mais c'est déjà pas mal. Et puis, en termes de procédure, il y a une simplification opérée justement parce que le seul interlocuteur, c'est la FNSMR. Donc, même si après, dans le processus et dans les déclarations, vous rencontrez des problèmes ou il y a des incertitudes ou des flous, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil, nous envoyer un message et on essaie de réagir au mieux.
Pareil, disparition du tarif plancher, c'est important pour les toutes petites associations notamment. La SACEM et l'ASPRE avaient mis en place des tarifs planchers, c'est-à-dire que même une association à 10 licenciés pratiquant de la musique, tout de suite, la note pouvait jumper à 200 ou 300 euros parce qu'il y avait des tarifs planchers. Ça disparaît avec le protocole, c'est-à-dire qu'on paye vraiment au prorata du nombre de nos pratiquants. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, le cadre du protocole, il combine deux choses. La première, c'est la plus commune, c'est-à-dire l'utilisation régulière de musique quand l'association propose des cours de danse, de gym, enfin voilà, tout ce qui utilise de la musique, et on en a vraiment beaucoup à la FNSMR. Et depuis deux, trois ans maintenant, on a réussi à intégrer les événements, donc l'utilisation ponctuelle de musique lors d'événements, de manifestations, galas, etc. Et donc, c'est la combinaison de ces deux éléments qui nous permet de globaliser l'ensemble de ce que doit une association à la SACEM et à l'ASPRE pour son utilisation de musique. Donc, vous n'avez plus à déclarer spécifiquement la tenue de votre événement, le repas de Noël, le gala. C'est vraiment intégré dans le protocole, donc ça facilite encore le processus. Il y a quelques limites quand même. Je ne vais pas les détailler parce que vous les avez à l'écran. Mais au-delà de 6 événements, le protocole n'est plus applicable. Il faut passer par la SACEM directement. Pareil, voilà, il y a des montants aussi à respecter en termes de budget maximum, de tarifs d'entrée. Et alors, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais le repas du Nouvel An, s'il est organisé par l'association, il ne peut pas être intégré au protocole. Vous devez le déclarer spécifiquement à la SACEM, mais je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi. C'est comme ça. Euh, le cadre du protocole en ce qui concerne l'utilisation de musique de manière régulière là, dans vos cours et même dans les événements, il y a trois niveaux ou trois types d'utilisation. Il y a de la musique d'ambiance. Quand vous organisez un repas, il y a une musique de fond pour vos soirées, vos galas. Ça correspond à un tarif particulier. La musique d'accompagnement, là, c'est quand dans vos cours réguliers, dans vos séances régulières, la musique n'est pas synchronisée avec l'activité. Donc ça, c'est aussi un tarif particulier. Et puis le troisième, par définition, c'est quand l'activité ou la musique est synchronisée avec l'activité. Donc c'est parfois un peu complexe parce que à la FNSMR, on a une très grande multitude d'activités proposées. Et il y a une multitude de cas aussi d'utilisation de musique. Donc c'est pour ça que ça nécessite parfois des petits éclaircissements et n'hésitez pas à m'appeler si dans votre association il y a des utilisations de musique un peu spécifiques et on essaiera de vous répondre le plus précisément possible. Tout ce que je viens de dire, c'est traduit dans ce tableau-là, qu'on a essayé de rendre le plus simple possible et j'espère qu'il l'est. En gros, il y a trois niveaux verticaux et horizontaux. Donc, on a parlé des niveaux sonores, niveau ambiance, fond sonore, le niveau d'accompagnement, le niveau d'utilisation qui correspond à l'accompagnement de l'activité, mais sans synchronisation, et le niveau 3 en synchronisation. Tout ça, il faut le combiner avec le nombre d'événements que vous organisez. Donc il y a trois tranches. Soit vous organisez pas du tout d'événements et vous faites de la gym, vous faites voilà, donc vous voyez où vous êtes. Soit vous organisez 2 ou 3 événements par an. Et ben là, les tarifs, c'est la colonne du milieu. Soit vous organisez entre 4 et 6 événements par an. Vous êtes sur la colonne de droite. Au-delà de 6, le protocole ne peut pas s'appliquer et vous faites une déclaration spécifique. Alors après, dans le processus vraiment d'adhésion et de fonctionnement du protocole, l'adhésion au protocole, elle est basée sur le volontariat. C'est à vous de... Alors nous, on vous invite évidemment à y adhérer. Autant il y a quelques années, avant l'intégration des événements, on considérait qu'il n'y avait que les associations qui proposaient de la gym, de la danse, des choses comme ça, pour lesquelles il y avait un intérêt à adhérer au protocole. Aujourd'hui, une association de badminton, de marche nordique, qui organise un événement, un repas, une soirée, et qui utilise de la musique, on l'invite à adhérer au protocole pour faire sa déclaration d'événement, même si elle n'utilise pas de musique, même si elle ne fait pas de gym, etc.
Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. En tout cas, l'assiette s'élargit largement. Et ça s'est vérifié, on est passé de 70-80 associations à 150 aujourd'hui, mais potentiellement, enfin, on est encore loin du potentiel possible, puisque, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'associations qui organisent au moins un événement avec utilisation de musique dans la saison. Donc, voilà. Pour déclarer, c'est très simple, hein. Il y a aussi un onglet spécifique dans. Ouais, tu peux encore avancer, Pascal, si tu veux. Voilà. Il y a un onglet spécifique sur le site internet qui vous permet à la fois de faire des simulations de coûts. Voilà, Pascal va vous le montrer en se connectant directement dans le dispositif. Voilà. Et ça vous explique un peu comment ça fonctionne. Il y a un formulaire évidemment à remplir qui vous demande combien d'événements vous organisez, quel type de musique vous organisez si vous diffusez et dans quel cadre, c'est-à-dire voilà, les trois niveaux de musique. C'est relativement simple, en tout cas on l'espère, on a beaucoup travaillé dessus pour que ça le soit. Euh, c'est un formulaire que vous devez remplir en début de saison. Alors évidemment, en début de saison, vous n'êtes pas forcément au courant et vous ne pouvez pas savoir combien vous allez avoir d'adhérents à la fin, combien d'événements vous allez organiser, la date de ces événements, etc. Mais cette déclaration en début de saison vous permet d'obtenir une attestation qu'il faudra présenter en cas de contrôle à la SACEM. Donc c'est un peu votre blanc-seing, votre passe pour ne pas être ennuyé par la SACEM. Euh, quand vous remplissez le formulaire, évidemment, vous rentrez dans le protocole. Nous, chaque mois, on envoie la liste actualisée à la SACEM qui renvoie ce listing dans ses délégations régionales. Et du coup, bah, vous avez moins de chances d'être contrôlé. Et puis, si vous êtes contrôlé, bah, vous pouvez présenter l'attestation de déclaration. En cas de problème, et ça peut arriver, c'est arrivé une ou deux fois par an, ça arrive en général une ou deux fois par an, que les délégations régionales cherchent un peu des noises à nos associations. Vous me passez un coup de fil, vous m'envoyez un message. Moi, je fais le point avec la SACEM nationale et pour le moment, ça n'est jamais allé plus loin. Donc, tout va bien dans ce cadre-là. Une fois que vous avez fait votre déclaration en début de saison, cette déclaration, elle est prévisionnelle, hein, et vous pouvez toujours la compléter. Si un événement se rajoute, où il n'était pas prévu en début de saison, vous devez quand même le rajouter. Donc, vous reprenez le même formulaire et vous rajoutez, le formulaire est prévu pour ça. Vous rajoutez l'événement en précisant la date, le lieu, etc. Nous, on actualise aussi le tableau, on renvoie ça à la SACEM, etc. Donc, tout va bien. Et tout ça jusqu'à la fin de saison. Et en fin de saison, on vous envoie un autre formulaire. Et là, pour le coup, on vous demande les données réelles, à la fois en termes de nombre de pratiquants avec les différentes musiques les différents niveaux de musique qu'on a évoqués, et puis le nombre d'événements que vous avez organisés. Et nous, c'est sur cette base-là, on va vous émettre une facture. Et d'ailleurs, pour certaines là qui sont en ligne, j'imagine que c'est le cas. Et ben là, on est en train de collecter les paiements. Et évidemment, vous payez principalement, et en tout cas, on essaie de favoriser le paiement par virement. Les chèques, on évite maintenant de plus en plus. Donc voilà. Voilà le processus SACEM. Je ne vais pas m'étendre davantage, mais si vous avez la moindre question, j'ai pas suivi le chat, mais s'il y a des Je vais me questions, permettre de allez-y. répondre à deux, trois questions, parce que je Ouais, pense que la plupart des questions ont été répondues là, sur notamment le fonctionnement. Si vous utilisez de la musique libre de droit, bah, il n'y a pas de SACEM hein, à payer. ouais. En tout cas, Les musiques Guillaume qui me folkloriques corrige. et tout ça, ouais, ouais, ça rentre pas. Tant qu'il Ouais, n'y a pas d'ayant droit, c'est bon. exactement. Et pour les exemples, on peut donner deux, trois exemples parce qu'à chaque coup, il y a des questions. Si vous partez sur des fêtes, on est plutôt sur un niveau 1 d'ambiance. Et là, on parle plus d'adhérents, c'est plutôt les participants. Donc vous allez payer. Si vous avez, là, je voyais 1500, 1300 participants, ben, malheureusement, il va falloir faire 1300 fois 60 centimes. Faites attention, il y a peut-être des forfaits via la SACEM qui peuvent être plus avantageux que notre protocole d'accord avec eux. Encore une fois, il faut vraiment comparer. Nous, on gagne pas d'argent dessus, on n'a rien à mettre en avant là-dessus.
Donc il faut comparer. Je vois qu'à Serge aussi un autre exemple. Euh, des personnes qui font de la natation synchronisée. Donc là, on est plutôt sur de la synchronisation. Après, on va regarder le nombre de manifestations. Donc là, je vois que tu as deux spectacles, puis la fête du club. Donc on peut être sur trois événements par an. Hmm. Donc là, on est à 2,95 fois le nombre d'adhérents qui vont pratiquer l'activité. Et par contre, s'il y a un spectacle qui accueille 150 personnes, ben les 150, Guillaume, tu me corriges, mais ça sera multiplié par 1,15 €. Voilà, c'est ça. Alors, Pascal, tu as eu raison de préciser qu'il y avait peut-être des accords qui pouvaient être plus avantageux. Vérifiez bien, parce que le site de la SACEM est assez bien fait, mais il oublie, en tout cas dans les grandes de largeur, il oublie de parler de l'ASPRE. Et bon, je donne un détail quand même, le montant de l'ASPRE, c'est 65% du montant hors taxe de la SACEM. Or, la SACEM, sur son site internet, vous le verrez, elle passe 3-4 pages à expliquer comment fonctionne la SACEM, des tarifs, des exemples. Et il y a un petit entrefilet de 2-3 lignes qui explique en effet que le montant de la SPRE, c'est 65% hors taxe de la SACEM. 65% hors taxe, ça fait jumper la facture de manière assez sensible. Donc voilà, faites vos calculs. Comme le dit Pascal, nous, on ne gagne rien là-dessus, c'est vraiment un service qu'on rend. Mais très sincèrement, le protocole est, dans la quasi-majorité des cas, très avantageux pour les associations. Après, on est encore en train de renégocier un tout petit peu là en ce moment avec la SACEM sur ben, justement cette déclaration d'usagers qui ne sont pas pratiquants, qui viennent à des spectacles, est-ce qu'on les comptabilise ou pas? On va essayer de repréciser les choses dans les jours qui viennent. Là, moi, j'ai un entretien avec eux demain et on reprécisera les choses, sachant que les tarifs qui vous sont annoncés ici sont susceptibles de bouger un tout petit peu suite à la réunion que je vais avoir demain, mais voilà, ce sera de manière très très peu sensible, mais le principe, lui, et les modalités qu'on a évoquées ne changeront pas cette année. Pour les questions vraiment précises sur des exemples, voilà, moi je vous invite à prendre contact avec moi. C'est pas, on rentre vraiment dans le détail. On peut peut-être s'arrêter là si ça vous va et passer à l'assurance si on veut tenir les délais. Il nous reste 15 minutes. Ouais. Assurance, ça va être très très court. C'est simplement pour vous rappeler qu'on a un partenariat avec un contrat groupe avec Groupama qui vous propose plusieurs choses. L'individuel accident. Donc ça, c'est si l'un de vos adhérents se blesse lui-même lors de sa pratique. Celle-ci, vous pouvez la prendre lors de la délivrance de licence. Vous avez aussi la responsabilité civile des structures et des adhérents. Celle-ci, vous pouvez la souscrire lors des affiliations de votre association. Bien sûr, toutes ces garanties sont optionnelles. Il y a aussi la garantie responsabilité civile des mandataires sociaux pour vous, dirigeants. Il y a la responsabilité civile des organisations de manifestations. Et il y a une assistance avec une mutuelle d'assistance qui peut être mise en place. Là encore, pour contracter ça, c'est soit lors de l'affiliation au niveau de la responsabilité civile, soit lors de la délivrance des licences. On a mis en plus en place depuis quelques années maintenant la couverture pour des participants non adhérents. Par contre, c'est limité à 12 manifestations par an, maximum 150 personnes. Et il y a simplement un petit formulaire à remplir, de déclaration à remplir que je vais vous faire voir juste après, où on peut le trouver. Et depuis l'année dernière, on assure aussi, du moins Groupama assure aussi les séances d'essai. Dans la limite de 2 séances d'essai, il y a une couverture complète aussi bien en responsabilité civile qu'en individuel accident, comme n'importe quel adhérent, si bien sûr il a souscrit l'assurance. Et là aussi, il y a un petit formulaire de déclaration à remplir avant le début de la séance. Je vous fais voir rapidement où ça se trouve. C'est toujours sur le site de la fédération. Au niveau de l'adhésion assurance, vous descendez un petit peu et là, vous allez trouver les séances d'essai, participer à une séance d'essai. Donc là, quand je l'ouvre, donc là, c'est plutôt la personne qui vient s'initier qui remplit. Il a juste à préciser le nom de l'association, la date de sa première et deuxième séance, nom, prénom, date de naissance, c'est tout. Une fois que vous avez envoyé ça, ben voilà, la personne est couverte. Et pour les manifestations ouvertes à un public non adhérent, c'est la même chose. Pareil. Une, un petit formulaire à remplir où là, vous avez juste à estimer le nombre de personnes qui vont venir, le nombre de personnes qui ne sont pas adhérents. Voilà.
Il y a des garanties optionnelles que vous pouvez contracter soit avec des agences locales, soit éventuellement avec notre agence régionale Paris Val-de-Loire, qui est l'assurance des biens immobiliers. Parce que actuellement, il n'y a pas du tout d'assurance sur les biens immobiliers. Si vous avez du matériel et autres, ils ne sont pas garantis. Et en termes d'exclusion du contrat national, notamment sur l'individuel accident, c'est tout ce qui est un sport à titre professionnel, sport aérien, plongée sous-marine, alpinisme, spéléo et tout ce qui est sport à véhicule à moteur. Voilà, pour l'assurance. Je regarde rapidement. Question, Ouais, séance d'essai, compliqué d'avoir. Oui. Alors, oui et non. l'idéal, c'est on a mis un petit formulaire en place. La personne, avant de commencer sa pratique, quand il arrive, bah, il a juste à remplir le petit formulaire en ligne. Maintenant, on a de plus en plus de smartphones et autres avec Internet. Donc, je pense que ça, vous pouvez mettre en place quelqu'un qui saisit la personne ou la personne lui-même saisit directement. Après, il n'est pas obligé non plus d'être assuré. Il peut être assuré via l'assurance maladie, sa mutuelle, en perso. Ça, c'est simplement un plus qu'on peut vous apporter pour vous couvrir en plus. Voilà, sur l'assurance. On passe rapidement au passeport, si cela vous va. Ouais, je vais reprendre la main du coup là-dessus. Le Allez-y. pass sport, c'est quelque chose qui est assez demandé, assez séduisant pour les associations, de plus en plus en tout cas. C'est un dispositif qui a été lancé en 2021 et qui permet de réduire les inscriptions dans les clubs de sport, de les réduire de 70 euros cette année, c'était 50 avant. Maintenant, c'est 70. Alors, c'est une très bonne nouvelle, sauf que d'un autre côté, on a perdu une tranche de bénéficiaires. Les bénéficiaires, vous les voyez, hein, c'est de 14 à 17 ans, 6-19 ans en situation de handicap. Je vous laisse lire, hein, il y a plusieurs types de bénéficiaires. Et l'année dernière, il y avait les 6-13 ans qui ont disparu du dispositif considérant que là où il y avait où la vague se creusait en termes de pratiquants, c'était vraiment les 14-17. Donc c'est aussi pour ça que ça a été euh, renforcé à ce niveau-là avec les 70 euros. Euh, oui, on va passer tout de suite après, tu as raison. Alors, il y a et notamment des sites de référence qui sont très très bien faits avec l'individu, le licencié peut tester son éligibilité très facilement, recevoir son passeport sur son téléphone et l'imprimer. Il peut lui-même trouver la structure d'accueil. L'année dernière, il y avait 85 000 clubs, il y en a sans doute encore plus aujourd'hui. Et voilà, on vous a mis à peu près c'est pas à peu près, c'est comment se concrétise et s'affiche le passe sport pour le bénéficiaire. Ça, c'est côté bénéficiaire. Pour les associations, pour être partenaire du passe sport et pour bénéficier des passes sport, il faut être déclaré dans le compte asso. Déjà, il faut être voilà, dans le compte asso et avoir un compte et se déclarer bénéficiaire et une fois qu'on fait ça, ce qui est très simple, saisir le code bénéficiaire, même si sans doute avoir des jeunes qui vont arriver chez vous en disant mais moi je n'ai pas encore mais je vais l'avoir. Bon voilà, ce que vous pouvez faire c'est inscrire le jeune et lui prendre un chèque de caution par exemple et vous lui redonnez une fois qu'il revient avec son passe-sport. Aux dernières Euh, nouvelles, je crois que les SMS n'étaient pas encore complètement partis. Ou en tout cas, il y avait un petit retard à ce niveau-là. Possible, ouais, possible. Vous avez un site dédié au Passeport qui est vraiment très bien fait avec tous les détails. Ben, on vous invite à y aller et puis on est toujours à votre écoute pour les questions éventuelles. On passe rapidement au service civique. C'est un service qu'on vous propose depuis quelques années maintenant. C'est surtout pour les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans éventuellement pour les personnes en situation de handicap. Il n'y a pas de condition de diplôme, ni d'expérience, ni de prérequis. Mais surtout au niveau de la fédération, c'est une mission d'intérêt général qu'on a développée, c'est soutenir le développement des activités physiques et sportives dans les territoires ruraux isolés. C'est en lien avec le label Génération 2024, qui était un petit peu lié aux Jeux Olympiques. L'idée, c'est que le jeune vienne dans votre structure pendant 8 mois pour une présence hebdomadaire de minimum 24 heures. Il y a une indemnisation de environ 620 €
que le service civique va pouvoir toucher net par mois. Il y a 505 euros environ qui proviennent de l'État et 115 euros en charge de l'association. Et enfin, il y a un tuteur qui est en charge de l'accompagnement tout au long de sa mission. Sachez qu'au niveau de la FNSMR, on a un agrément collectif qui simplifie grandement les choses. Par contre, on n'a qu'une dizaine de postes par an disponibles. On s'occupe de tout ce qui est démarche administrative. On vous aide aussi financièrement. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'était 115 euros, mais on vous aide à hauteur de 50 euros par mois. Ça vous fait du coup, au reste à charge, 65 euros environ à payer tous les mois. On s'occupe de la prise en charge des formations obligatoires. Il y a un référent service civique qui est Guillaume Jiquel, que vous pouvez contacter très facilement. Et enfin, les bénéficiaires sont tous les comités, les associations affiliées. Et il faut simplement avoir un numéro de SIRET conforme que vous pouvez éventuellement avoir dans le compte asso si vous ne l'avez pas. Et enfin, remplir les conditions d'accueil nécessaires. Et le projet d'engagement correspondant au cadre. Voilà. Là aussi, on a une page spécifique sur le site internet qui précise tout ça. C'est toujours dans dispositif et on a service civique. Donc n'hésitez pas à consulter. Il y aura un peu plus d'informations que ce que je viens vous donner rapidement. Et surtout, n'hésitez pas à appeler Guillaume Jiquel. Là, il y a son numéro de téléphone ou son mail. Il pourra vous accompagner par rapport à ça. On enchaîne parce qu'il nous reste 3 minutes, ça va être un peu compliqué, mais je vais faire vite. On enchaîne avec la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, alors notamment dans le sport. C'était un engagement un peu sociétal, hein. On a vu des cas apparaître notamment avec tout ce qui est MeToo, etc. Il y a des cas de plus en plus importants et médiatiques qu'on a vus. Donc à la FNSMR, ben, on s'engage aussi dans cette lutte. Tous les acteurs sont mobilisés, pas que le sport, mais en tout cas les acteurs du sport le sont. Et l'objectif, c'est vraiment autant au niveau de la détection que des signalements. Donc, on vous a noté là les différentes, c'était juste avant, mais les différentes formes de violence. J'y reviens pas, mais il y en a un certain nombre. Elles sont listées ici. Et alors, qu'est-ce qu'on fait nous concrètement à la FNSMR? Ben déjà, on a présenté tout à l'heure notre nouveau camarade de jeu, Johan Bureau, qui est donc le référent national sur cette question. Donc vous pouvez le joindre par mail, par téléphone. On a un partenariat national avec une association qui est un petit peu connue, qui s'appelle Colosse au pied d'argile, et qui travaille beaucoup sur la prévention, la sensibilisation. Il y a pas mal de formations et ça va aussi jusqu'à l'accompagnement. Vous avez le numéro de téléphone de l'asso et le site internet est très bien fait aussi. Il y a une cellule de signalement dès que vous êtes témoin d'un comportement inadapté ou inapproprié. Il y a une cellule de signalement qui s'appelle Signal Sport. Voilà, vous tapez ça sur Internet, vous la trouvez tout de suite. Et il y a même un site Internet et plusieurs ressources très bien faites pour approfondir vos connaissances et les relais d'informations à ce niveau-là. Il y a aussi un petit kit de communication qui s'appelle Lilia, assez bien fait, mais voilà, c'est un élément parmi d'autres parce il y en a toute une batterie et on va vous en donner quelques-uns après. Euh, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, elle a été aussi intégrée dans le processus d'affiliation à la FNSMR depuis 2, 3 ans maintenant, et peut-être même un peu plus. On vous impose un contrôle d'honorabilité, notamment aux dirigeants associatifs, mais aussi à toutes les personnes qui sont en contact avec un public, donc notamment le personnel d'encadrement, les entraîneurs, les animateurs, etc. C'est une obligation légale, donc on demande des éléments un peu plus poussés sur les données personnelles, hein, dont parlait Pascal tout à l'heure. Ces données sont transmises au ministère des Sports qui fait le lien avec le ministère de l'Intérieur et tout ce petit monde travaille de concert pour identifier et faire en sorte de lutter contre ces dérives et ce fléau. Donc ça concerne les éducateurs bénévoles, les arbitres et les dirigeants associatifs. Ça, c'est pour tout ce qui est bénévolat. Pour l'encadrement professionnel, si vous faites appel à des professionnels dans vos activités, il faut évidemment vérifier la carte professionnelle et vérifier que la personne ne fait pas l'objet d'un arrêté d'interdiction d'exercer
Les sources, bah, vous les trouverez sur Internet. Il y a encore une fois toute une batterie d'éléments. La cellule Signal Sport, ben, vous la trouverez facilement aussi. Très bientôt, c'est-à-dire à partir du 19 novembre, là, comme il est indiqué sous les affiches, il va y avoir une obligation d'affichage dans toutes les associations. Alors ça va loin parce que, enfin ça va loin. Les affiches sont présentes là, vous avez le choix entre ces deux affiches et vous pouvez mettre les deux. Elles doivent être affichées en format A3 dans les lieux où le public, voilà, il faut qu'elles soient visibles, hein, tout simplement, ce qui est logique. Euh, A priori, c'est pas encore, à mon avis, vous les trouverez dans les municipalités ou ailleurs. Mais si c'est pas le cas, c'est quand même à vous, c'est votre responsabilité d'imprimer ces affiches et de les afficher là où elles seront le plus visibles. Dernier point, enfin oui, ou juste avant la boîte à outils là que j'ai, on vous enverra de toute façon le diaporama, donc vous pourrez cliquer sur les liens qu'on a mis et ça vous enverra sur toute une batterie d'éléments intéressants à ce niveau-là. Tu peux, ouais, voilà. Juste pour enfoncer un peu le clou sur ce qu'on vient de dire, le nombre de signalements traités, les mesures qui ont été prises, et ça correspond à peu près à 1 sur 2. Donc, c'est pas des cas isolés. On a beau être une fédé où le maître mot, c'est la convivialité, le loisir, etc. Nul n'est à l'abri de ce genre de dérive. Donc, voilà, il faut tous se serrer les coudes et tous lutter contre ces violences sexistes et sexuelles. Et encore une fois, le référent, vous pouvez le joindre quand vous voulez. C'est Johan Bureau à la Fédé. Pour vous rassurer, ces chiffres clés ne sont pas uniquement de notre fédération. Et même, on n'a pas connaissance au sein de notre fédération de cas. Il y en a sans doute eu. Alors, comme disait Guillaume, on n'est pas à l'abri de ça. Je vois qu'il y avait un ou deux contrôles, une ou deux questions sur le contrôle d'honorabilité. Euh, les retours qu'on peut avoir sur les contrôles sont de deux ordres. D'une part, la personne n'est pas reconnue. Quand on croise notre fichier avec celui de l'État, l'État nous renvoie un listing de personnes qui est non identifié. Et à ce moment-là, nous, on doit faire la correction auprès de chaque association. Actuellement, c'était relativement difficile. On n'avait pas Mm. d'espace licencié. Chaque personne ne pouvait pas corriger lui-même ces informations qu'il avait transmises dans Gestafil. À partir de cette saison, dès que l'espace licencié va être mis en place, on va relancer très régulièrement les personnes que l'on contrôle et qui ne sont pas détectées par le contrôle. Voilà. Et le deuxième retour qu'on peut éventuellement avoir, bah, bien sûr, si c'est le retour est positif et s'ils ont interdiction d'exercer soit en tant qu'encadrant bénévole, soit en tant que dirigeant. Ils pourront éventuellement continuer à être licenciés au sein de votre association, mais par contre, ils pourront plus avoir le rôle d'encadrant ni de dirigeant d'association. Voilà. Et là, dans ce cadre-là, nous, fédération, on est informés et l'association elle-même est informée également. Voilà Alors, on sur cette enchaîne, il est minute. 19h04. On est assez rapidement avec les partenaires de la fédération. C'est pas facile pour une fédération comme la nôtre d'avoir des partenaires parce qu'on n'est pas, on brille pas, on n'est pas dans les médias, on fait pas d'exploits sportifs. Mais malgré tout, bah, vous voyez, on en a quand même un certain nombre, alors à différents niveaux. Partenaires institutionnels, bien sûr, hein, ministère, comité olympique, l'agence, la nationale du sport, et puis des partenaires plus spécifiques, un partenaire dans là. On a parlé de Colosse d'Argile, par exemple, Sport Santé, l'IRFORM. Ça saccade pas mal, Guillaume. Je sais Ouais, pas si c'est pareil pour tout le Ah, monde. J'ai pardon, oui, c'est l'impression que... pareil. pardon, pardon. Ça va mieux ou pas? Ouais, c'est Aïe, aïe, reparti aïe. là. Non, non, c'est bon. Non, c'est pas bon finalement. Donc non, il finissait du coup sur les principaux partenaires. Là aussi, vous les retrouverez tous sur le site de la fédération. On a fait un petit encart en précisant un petit peu ce qu'ils peuvent éventuellement vous apporter. Donc n'hésitez pas à les consulter dans les partenaires. Vous les retrouverez tous. Et comme je vous dis, bah, c'est précisé à côté. Il y a des fois des réductions sur des choses comme ça, sur par exemple Connect ou d'autres, les magazines, partenaires santé, etc., etc.
Voilà sur tout ce qu'on avait à vous proposer. Je ne sais pas si Guillaume t'es revenu. Je vois qu'il y a des questions. Encadrants sont-ils obligés d'avoir une licence? Normalement, au sein de la FNSM, à partir du moment où une association s'affilie à notre fédération, elle doit théoriquement licencier tous ses membres. Et les encadrants, s'ils sont bénévoles, ils sont aussi membres de l'association. S'ils sont professionnels à ce moment-là, donc non, pas nécessité, il y a le contrôle de la carte professionnelle. Mais sinon, oui, normalement, il faut être déclaré et licencié au sein de la fédération pour qu'on puisse faire ce contrôle. Je vois pas trop d'autres. S'ils sont professionnels, il n'y a pas de, non, non, pas de contrôle, pas forcément de licence à délivrer, sauf si éventuellement vous voulez découvrir au niveau de l'assurance. Donc là, c'est à vous de voir à ce niveau-là. Ce que je vous propose, je vois pas trop d'autres questions. On peut éventuellement discuter un petit peu avec les personnes qui souhaitent, encore peut-être 5-10 minutes en fonction des sujets. Est-ce que vous avez des choses particulières que vous vouliez échanger avec nous de vive voix? Après, vous J'ai pourrez bien sûr nous contacter par téléphone, par chat, par mail, comme vous le Fab- souhaitez. Fabrice Bauduin pour les Oui. Archers martinois de Saint-Martin de Londres, dans l'Hérault. Deux questions. La première, ça concerne la mise à jour de la carte qui affiche les résultats lorsqu'on cherche un lieu de pratique sportive. Notre club n'apparaît pas encore, mais je suppose que c'est logique, quand on vient de se créer, il y a pas, c'est pas un reproche, c'est simplement une Ouais. demande si ça peut être mis à jour, ce serait sympa. Et deuxième question, alors là c'est plus une question, c'est que concernant toujours les paiements qui vont être possibles grâce aux dispositions que vous prenez, il y a quelque chose qui serait intéressant d'envisager assez vite, c'est les e-chèques vacances, parce que de plus en plus de salariés, je suis dans ce cas-là, on ne reçoit plus de chèques vacances papier, mais on reçoit des e-chèques vacances. D'accord. Et là, là où on pouvait les utiliser précédemment pour payer des licences, des adhésions, on ne peut plus le faire. Voilà. Ok. Pour vous répondre rapidement aux deux questions, la carte, normalement, se met à jour quasiment toute seule. Il y a toujours quelques heures de décalage entre la mise à jour de votre côté et la carte. Mais normalement, si Gestafil vous a bien localisé, elle devrait être visible. Donc on pourra éventuellement vérifier. Alors, si c'est en quelques heures, je confirme que ça n'a Ok. probablement pas été Bah, le cas, mais j'irai vérifier par moi-même. ouais, ouais. N'hésitez pas. Sur la carte, je ne vais pas vous la présenter là Non, non, c'est actuellement, bon, mais je ouais, ouais. sais. Merci. Et sur la deuxième question, sur les e-chèques, oui, sur l'adhésion en ligne, encore une fois, ça va être une première version. Donc on pourra de toute façon la faire évoluer. On n'a pas prévu pour le moment de les intégrer, ces e-chèques vacances, mais ça pourrait être, oui, ça pourrait être une bonne idée de les mettre dessus. Je ne sais pas s'il y a un branchement à faire, quelque chose quelque part pour qu'ils soient validés automatiquement, mais oui, oui. Encore une fois, cette adhésion en ligne, quand elle sera en place, elle va bien sûr pas forcément correspondre à tous les cas de figure, mais c'est qu'une première version. Et on pourra de toute façon la faire évoluer au fur et à mesure du temps. Ok, merci. Pour l'instant, je réponds à la question pour les e-cartes. On s'est déjà renseigné. Moi, j'ai eu la NCV, puisque c'est la NCV qui publie ces cartes et qui le fait. En fait, pour l'instant, ils verrouillent tout en disant qu'il faut acheter un terminal. Donc, ils aident les associations pour le faire. Mais l'objectif, c'est de tabler sur des grosses associations nationales ou ce genre de choses. Enfin, moi, pour mon association, avec 500 adhérents, ça vaut pas le coup de la prendre, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que vous souhaitez aborder? Peut-être, de vive voix. Fabrice qui avait levé la main. Je sais pas si Oui, ça y est, c'est là, C'est 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 Fabrice. fait pour moi. J'ai posé les deux questions que j'avais à Fabrice. poser. Merci. Alors moi j'avais une question justement, peut-être que Fabrice va pouvoir répondre, mais vous avez parlé des partenariats et des parrainages qui étaient possibles. Juste pour information, au niveau des archers par exemple, je sais que les clubs de tir à l'arc répondent non, non, c'est pas possible parce que la FFTA verrouille tout et interdit éventuellement une double adhésion sur une fédération autre que la FFTA. C'est pareil avec les fédérations de BAD de la commune, c'est pareil avec les fédérations de gym. En fait, les autres fédérations, en fait, ont dans leur statut un truc comme quoi, s'ils adhèrent pour faire les compétitions nationales dans ces fédérations, il peut pas y avoir certains adhérents à la Alors, FNSN.
Euh, mon, alors, effectivement, ça arrive. Et comment la chose se règle habituellement? C'était mon cas, moi, l'année dernière. J'avais deux licences. J'avais une licence FNSMR et une licence FFTA. Ouais, mais dans les statuts de la FFTA, t'as pas le droit. Je Non, veux pas te dénoncer, hein, mais t'as pas le droit. Et c'est pourtant, pas ça. il ne Les l'ignorait statuts pas, de hein. la Les statuts de Ouais. la FFTA imposent que tous les membres d'une même association soient tous à la FFTA. C'est un article qui est commun à quasiment toutes les fédérations sportives. Cependant, une même personne peut avoir deux adhésions différentes dans deux clubs différents. Donc, moi également, j'ai deux licences. J'ai une licence FNSMR et une licence FFTA. Mais mes deux clubs de tir à l'arc sont totalement C'est ça. différents et distincts. Et dans ce cas-là, c'est possible. Ouais, mais dans ce cas-là, en fait, indirectement, tu fais payer la licence FFTA à l'adhérent, plus la licence de la Fédération nationale du sport en milieu rural. Et du coup, en fait, l'économie que tu peux avoir en prenant la Fédération nationale du sport en milieu rural, tu la perds puisque de toute façon, tu es obligé de prendre la licence FFTA. Oui, Oui, si tu veux participer aux compétitions d'un côté et de l'autre, en fait, dans ce cas-là, c'est comme si je faisais du tir à l'arc et du badminton, du tir à l'arc à la FNSMR et du badminton à la Fédé de Bad. Simplement, là, je fais deux fois du tir à l'arc dans deux fédérations différentes et donc dans deux clubs différents. Mais un même club ne peut pas être adhérent à deux fédérations sportives. C'est ça. Et C'est, du elle est coup, là la nuance, c'est plutôt au niveau du club et pas au niveau de l'adhérent. ouais, c'est ça. Ah, mais c'est exactement ça. Et je sais que le tir à l'arc, il y a plein de gens, enfin, il y a plein de gens qui font pas de compétition à la FFTA ou ce genre de choses, qui pourraient être en fédération sport en milieu rural. Donc, on est même en train d'étudier pour faire une double structure, en fait, avoir une Hmm. fédération, une partie des associations qui sont licenciées à la fédération sport en milieu rural et une autre qui sont à la FFTA et que ce soit deux associations distinctes, en fait, pour qu'on respecte les statuts, en fait. C'est Mais je ça. pense que malheureusement, plusieurs fédérations essayent de verrouiller un peu la chose, simplement. Parce qu'il y a des tarifs de licence qui sont très différents, il y a des pratiques qui sont aussi très différentes d'une association à l'autre, et même au sein d'une même association, ben, juste des pratiques loisirs qui n'ont pas besoin forcément de compétition, C'est n'ont pas ça. forcément besoin de telle ou telle fédération délégataire pour organiser la compétition, qui font que du loisir. C'est pour ça que des fois, ils se rapprochent de fédérations multisports comme la nôtre. Après, d'autres associations n'ont pas forcément besoin, même du tout, genre, je ne devrais pas le dire, mais de s'affilier à une fédération. Encore une fois, c'est libre à chaque association de faire ce qu'elle veut en fonction de ses besoins. Si elle veut faire de la compétition homologuée par la fédération délégataire, oui, il faut qu'elle aille à la fédération délégataire, sinon, bah, d'autres fédérations multisports ou pas du tout d'affiliation. Mais en effet, ouais, je pense que certaines fédérations verrouillent peut-être les choses dans leur statut. Elles le verrouillent et elles appliquent parfaitement leur statut en faisant, je pourrais dire, une chasse aux adhérents non licenciés dans les associations. j'aurais une autre question si, pardon, Tiens, non, non, je vais laisser la personne qui lève la main poser sa ouais, voilà. question et je reviendrai après. Alors, c'était moi qui ai levé la main là. Oui, Oui, je pense. Ouais, Merci. c'est toi, utilisateur. Quelle part prend la fédération en charge pour les formations? Alors, pour les... Est-ce que quelqu'un m'entend là? Est-ce qu'on Oui, m'entend ou très pas? bien, c'est C'est revenu, bon? Guillaume. Ok, Vas-y, ça marche. tu peux. Alors, les formations à la FNSMR, c'est les formations fédérales, donc les brevets fédéraux. Elles sont organisées par les comités régionaux, donc centres de formation régionaux qui sont labellisés tous les 4 ans. Les tarifs des comités régionaux et je ne sais pas ce que vous entendez exactement par quelle part prend la FNSMR dans les formations fédérales, mais enfin, je veux dire, on Un, propose. for- Ça un saccade encore, formateur Guillaume. un formateur qui va coûter 800 euros, Ouais. plus les repas, plus les transports. euh, Qu'est-ce qu'on doit payer, nous, en tant que structure, et quelle est la part que vous prendriez en charge? Ça va Je sais pas varier si entre. ça. Ouais, bah, vas-y, essaye, Guillaume, si Ouais, mais ça si casse. ça passe pas, je te laisse la main. Vas-y, vas-y. Oui, en fait, ça va varier en fait d'une région à l'autre. Chaque centre de formation étant autonome, il peut presque appliquer les tarifs qu'il souhaite. Si certains centres de formation obtiennent des subventions ou veulent participer fortement
aux formations, bah, ils vont essayer de faire des prix le plus accessibles possible. Nous, on essaye d'aider aussi nos centres de formation financièrement pour qu'ils puissent organiser ce type de formation. Mais par contre, là, j'ai pas de chiffres exacts à vous dire. Dans tous les cas, on essaye toujours de favoriser les licenciés. Il y a souvent des différences de prix quand on est licencié ou pour peu qu'on aille chercher un public non adhérent pour compléter une formation, il y a toujours des différences de prix assez importantes. Après, il faudrait voir dans quel département, quelle région vous êtes pour éventuellement vous préciser la chose et quel type de formation vous souhaitez. Pascal, Auvergne-Rhône-Alpes, Ouais. Cantal, Mm. et les formations rando, Ouais. vélo, tir à l'arc. Ouais. ok. Ben là, du coup, il faudrait voir avec le CR et Marie-Émilie notamment pour Ouais. qu'elle puisse vous accompagner par rapport à ça. Est-ce que je peux préciser quelque chose? Et Pascal, tu me dis si ça va pas, si on Oui, m'entend pas. forcément. Oui. En général, les formations, elles coûtent entre 150, 200, 250 euros par personne, par stagiaire. D'accord. Et bah, c'est soit le stagiaire lui-même qui prend en charge, soit l'association. Mais c'est vrai que le coût, il est déterminé par le comité régional en fonction de ce qu'il a lui-même à payer, c'est-à-dire le formateur, les locaux, le matériel, etc. Donc c'est pas Oui, facile de vous faire une. Oui, oui, puis le nombre de participants qui vont venir, donc ça fera un coup de moins. Ouais. voilà. Et puis il y a quelques aides aussi fédérales, des aides même de la région. Donc voilà. Mais les formations à la FNSMR sont parmi les moins chères et peut-être même les moins chères du monde sportif. Et on essaie d'assumer ça le mieux possible, en tout cas. Elles sont qualifiantes et est-ce qu'il y a un diplôme? Bien sûr. Alors, Tom, qualifiante, il y a un diplôme fédéral. C'est pour des bénévoles, hein, c'est pour un encadrement bénévole. Il Bien s'agit sûr. pas de, ça permet aucune rémunération. Mais bien sûr, vous avez un diplôme qui vous est remis quelques jours, semaines après la formation. OK. Si je peux me permettre, Oui, oui, si vous avez terminé oui, sur oui. cette question, oui. Je voulais Euh, je voulais juste vous remercier. je vous en prie. Alors, une question que j'avais adressée à l'origine à la Fédération sportive du sport adapté, parce qu'on a chez nous des gens qui sont en situation de handicap et qui souhaitent et qui pratiquent le tir à l'arc. Par contre, il existait quelque chose qui était mobilisable chez eux à une époque, mais qui ne l'est plus, qui est maintenant du ressort de la FFTA, si on est adhérent FFTA, mais nous ne sommes pas. Ce sont des professionnels qui peuvent intervenir pour déterminer en fonction de la personne les adaptations qui lui seraient nécessaires et favorables. Il n'existe rien de similaire à la FNSMR. Ou non, on n'en est pas là. On en est, enfin, pas à ma Actuellement, non. connaissance, en tout cas, Ouais, non. ouais. Ouais. Mm. Actuellement, non. Maintenant, il peut éventuellement y avoir un travail effectué à ce niveau-là. Après, c'est étrange que la fédération sport adapté Et oui, c'est étrange. ne l'ait plus, cette possibilité. En fait, ils l'ont délégué à la FFTA pour le Ok. tir à l'arc, pas Pour pour tous les ouais, sports, c'est ce que mais pour le j'imagine. tir à l'arc, ça a été Hmm. délégué à la Ok. FFTA. Non. Mais par contre, c'est vrai que nous, en tant que fédération multisport, on pourrait éventuellement se rapprocher des fédérations délégataires qui ont une allez, spécificité ou une connaissance beaucoup plus importante que nous, fédération multisport, parce qu'on a tellement d'activités, malheureusement, on ne va pas pouvoir se spécialiser dans chaque Mm. activité. Mais des conventions pourraient être signées éventuellement avec des Je fédérations. reviendrai vers vous Ouais, pour ça pourrait cette être question-là. intéressant. Ok, merci. Exactement. Merci. Est-ce qu'il y avait éventuellement d'autres personnes ou on clôture? Je vois qu'il est quand même 19h20. On Ouais. devait faire jusqu'à 19h. Eva, t'es toujours là? Oui, toujours là. Ah bah à toi la main, du coup. Eh bien, le mot de la fin me revient. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation bien active, toutes vos questions pertinentes. Je salue les personnes qui sont déjà parties également, qui nous saluent tous dans le chat. Je vous souhaite une très belle saison 2025-2026. N'hésitez pas à contacter l'équipe aussi. Alors, je vous ai présenté Guillaume Pasquier, Pascal et puis Johan en début de webinaire. J'ai vu passer Guillaume Jiquel dans le chat, mais j'ai pas vu passer sa tête. Mais il était présent avec nous, il était là quelque part, pas loin. Merci Guillaume et Pascal pour la présentation du webinaire. Et puis bonne soirée à toutes et à tous et très belle saison 2025-2026 à la FNSMR.
Merci beaucoup. Bonsoir. Bonne soirée tout le monde. Merci à tous. Bonne Merci. soirée. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde.